bonjour à tous. Donc effectivement, je vous ai préparé quelque chose. Vous parlez d'une part des rhumatismes inflammatoires en pédiatrie, mais on va être très très simple. On va surtout parler d'arthrite juvénile. Et je vais vous figurer surtout le parcours du diagnostic et les difficultés encore actuelles, bien qu'on soit en France, mais ce n'est pas encore un parcours qui est toujours très simple. Alors, les rhumatismes inflammatoires de l'enfant, donc on dit ça, vous le savez bien, que les rhumatismes, ça existe chez l'enfant, mais ce n'est pas imprimé chez tout le monde, même chez les pédiatres. Certains pédiatres encore ignorent que les enfants puissent être atteints de rhumatisme chronique. En tout cas, parmi ces maladies, c'est une maladie qu'on appelle arthrite juvénile, qui est la maladie la plus fréquente. Et cette maladie, vous voyez qu'on est un peu à la limite de la maladie rare, puisqu'on est à entre 1 et 2 pour 1000 enfants en termes de prévalence, c'est-à-dire de nombre de cas existants, chez des enfants de moins de 16 ans. Pour les maladies rares, c'est 1 pour 2000, donc on est un petit peu à la limite. Et avec une incidence, alors l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas qui sont diagnostiqués chaque année. Et vous voyez, c'est 10 pour 100 000 environ. Donc ce n'est pas une maladie fréquente, mais ce n'est pas une maladie exceptionnelle non plus. Et on estime à peu près qu'il y a environ 5000 enfants qui sont touchés par cette maladie en France. Alors, il faut savoir, ça c'est juste pour la petite histoire, mais tous les enfants qui ont un rhumatisme inflammatoire n'ont pas une arthrite juvénile. Et il y a d'autres maladies qui sont beaucoup plus rares chez les enfants qui peuvent avoir aussi des atteintes au niveau des articulations. Mais ce ne sont pas des arthrites juvéniles. Donc j'ai mis des noms comme ça un peu barbares, lupus, tout ça. Ça existe aussi en pédiatrie, mais c'est beaucoup plus rare. Alors, l'arthrite juvénile, là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, ce n'est pas qu'une seule maladie. Et donc, c'est une appellation un peu impropre. En fait, ça désigne un grand sac où on va mettre dans le même sac tous les enfants qui ont de l'arthrite, qui persiste et qui n'est pas due à une infection ou due à autre chose. Et donc, on procède un peu par élimination. Et chez les enfants pour lesquels on n'explique pas, et pour lesquels parfois on a quelques indices quand même, on va dire c'est de l'arthrite juvénile, mais en fait c'est un grand sac où il y a plusieurs maladies. Alors il y a plusieurs formes. La première forme, c'est ce qu'on appelle l'arthrite systémique, et en fait là, la difficulté, c'est qu'en général, la maladie, elle ne commence pas avec des atteintes, elle ne commence pas avec des arthrites. Donc c'est des enfants qui ont beaucoup de fièvre, qui ont des éruptions, c'est pour ça que j'avais mis cette photo sur la première diapo, et qui ne vont pas bien, et donc en général, ils se retrouvent d'abord chez leur médecin traitant ou chez leur pédiatre, puis après, ça ne va pas bien, donc soit ils vont aux urgences de l'hôpital, mais en tout cas, ils sont rapidement hospitalisés, ces enfants-là, en général dans des services de pédiatrie générale. Et j'allais dire, dans ce groupe-là, en général, le diagnostic, il va être relativement rapide. Ça va être, en tout cas, entre 2 et 4 semaines, en fonction du degré d'expertise. Voilà. Donc, c'est un peu un groupe à part, parce que ce n'est pas l'arthrite qui présente ça. Alors, il faut savoir que cette maladie, elle peut, vous voyez, variablement, c'est entre 4 et 17% des cas. On va dire c'est à peu près 10%, donc ce n'est pas la plus fréquente des formes. Et c'est tous les âges. Ça touche aussi bien les filles que les garçons, mais ça peut commencer très tôt dans la vie, parfois même avant l'âge de 1 an. Donc, ça peut toucher quand même des enfants très jeunes. Après, l'autre grand groupe, c'est ce qu'on appelle les oligoarthrites. Alors, en fait, on les classe en fonction à ce à quoi ça ressemble au début. Donc, l'oligoarthrite, ça va être l'enfant qui a 1, 2 ou 3, 4 articulations maximum de toucher au tout début de l'histoire. Donc, ces oligoarthrites, c'est le groupe le plus important et c'est surtout des petites filles entre 2 et 4 ans. C'est surtout ça, ce groupe-là. Et puis après, il y a des formes avec polyarthrite, donc il y a plus que 4 articulations. Alors après, il y a des subtilités en fonction des marqueurs qu'on va trouver dans le sang, ça c'est pas très important, mais il faut savoir que c'est surtout là plus des filles encore et plus âgées en général. Et puis, surtout là, la forme, puisqu'on est à la journée sur la spondylarthrite, les formes qui vont correspondre en fait à la spondyloarthrite, ce sont les formes qu'on appelle arthrite avec anthésite. L'anthèse, vous savez ce que c'est, c'est l'inflammation au niveau du tendon, là où il va aller s'accrocher sur l'os. Et puis les arthrites léopsoriasis qui rentrent un peu dans le même groupe. Donc vous voyez que sur l'ensemble, ça représente à peu près 20% de l'ensemble des arthrites juvéniles. Voilà. Et là, dans ce groupe-là, on a aussi un peu plus de garçons quand même que de filles, en tout cas en pédiatrie. Et avec 2 pics, vous voyez, des enfants très jeunes, surtout pour le psoriasis, où c'est d'ailleurs souvent des polyarthrites, en tout cas au début, et puis 9-11 ans, l'autre groupe. Alors, ce que l'on voudrait dans un monde idéal, c'est que du premier signe du problème, en gros de l'arthrite,
à la prise en charge spécialisée, que le délai soit le plus court possible. Ça, c'est le monde idéal, parce que, évidemment, ça va éviter que les patients, les familles, elles traînent du généraliste à une urgence, à je ne sais pas quoi, avant de trouver le bon docteur, et que plus on fait de l'errance, et plus on tombe entre les mains de personnes effectivement qui ne connaissent pas, et il va y avoir donc beaucoup d'examens qui vont être faits pour rien. Alors quand c'est des examens qui sont pas, c'est déjà pas agréable d'avoir des examens, mais certains peuvent être aussi invasifs, voire les traitements aussi peuvent être inadaptés. Donc c'est vraiment ce qu'on ne veut pas, qui se passe encore et qu'on voudrait limiter. Et puis aussi, quand on va diagnostiquer tôt la maladie, ça vous connaissez bien ce concept, ça permet aussi de traiter plus tôt et d'avoir plus de chances d'être plus efficace avec les médicaments et donc d'éviter effectivement les complications, les séquelles. Donc tout ça, c'est l'intérêt d'avoir un délai très court entre les premiers signes de la maladie et finalement d'adresser le patient là où il faut. Alors, il y a des recommandations anglaises dans ce sens, et vous voyez qu'elles sont assez ambitieuses, puisqu'elles disent qu'il faudrait pouvoir avoir un recours à un spécialiste qui est un pédiatre rhumatologue dans les 10 semaines maximum après le début des symptômes, et avec un délai d'obtention de rendez-vous d'un maximum de 4 semaines. Et ça nous met déjà à 3 mois du premier signe. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont influencer et qui vont faire qu'effectivement le recours n'est pas aussi rapide. On va le voir tout ça ensemble. Et vous voyez que malgré le fait que ça soit des recommandations, en 2013, il y avait une étude qui disait qu'il y avait simplement 40% des patients anglais qui avaient ces problèmes et qui étaient vraiment dans le champ de la recommandation et donc qui arrivaient au bon endroit dans les 3 mois après le début des symptômes. Et en 2016, vous voyez qu'ils ne faisaient pas mieux, voire plutôt moins bien, c'était plutôt 20%. Et là aussi, on verra ensemble l'explication, mais il y a une explication par rapport à ça. Alors, nous, on a fait, il y a quelques années, une étude, j'ai demandé à une interne de regarder un petit peu le délai, là, c'était le délai du diagnostic, ce n'était pas le délai du recours, chez un petit groupe d'enfants qui étaient suivis dans le service. Et donc, l'interne avait regardé 67 enfants qui avaient une arthrite juvénile, et vous voyez les groupes de patients qu'elle avait étudiés. Elle avait étudié des patients avec une oligoarthrite, ici, donc il y en avait 15. Donc vous voyez les âges de début, c'est des enfants très petits puisqu'ils ont en moyenne 3 ans et demi, et vous voyez les délais là entre 1 an et 11,6 ans. Vous avez ici la présence d'anticorps antinucléaires, peu importe, ça qui est très ramené à ce diagnostic. Vous voyez que les formes polyarticulaires, il y en avait aussi quelques-uns, avec un âge de début qui restait quand même relativement petit, parce qu'il y avait probablement aussi un nombre ici, peut-être, d'enfants avec des rhumatismes psoriasiques. Et vous voyez ici le pourcentage d'enfants qui avaient ces rhumatismes associés à l'anthésite, et vous voyez que sur l'âge de début, on était quand même des enfants un petit peu plus âgés. Et puis, il y avait quelques systémiques ici, avec effectivement là, un âge de début. En fait, il y a 2 pics dans cette maladie. Il y a un pic vers l'âge de 2-4 ans, puis un pic un petit peu plus tardif. Alors, ce qui était intéressant chez ces patients, c'est qu'elle a regardé les signes d'appel au début. Qu'est-ce qu'ils avaient? C'était quoi le premier symptôme? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, dans la forme systémique, qui est une forme un petit peu à part, vous voyez qu'il y a beaucoup d'orange. Donc, c'était quand même essentiellement la fièvre. Et puis en rose, c'est les fameux boutons qu'il y a sur la peau qui caractérisent un petit peu cette maladie au début, ce qu'on appelle skin rash. Donc vous voyez qu'ici, c'est très représenté. Et vous voyez que les patients, quand ils avaient des signes articulaires, c'était essentiellement des douleurs articulaires et très peu d'arthrite. C'est ce qui caractérise cette maladie au début. L'arthrite, elle arrive de façon différée. Donc là, on était complètement à ce qui ressemble. En ce qui concerne les AGI oligo-articulaires, alors là, au contraire, c'est l'arthrite qui est très au début, et la boiterie. Et d'ailleurs, souvent, on va revenir sur ça, mes parents, ils viennent parce que le gosse boite. Ils n'ont pas remarqué l'arthrite, c'est normal. Voilà. Et vous avez aussi sur ces oligo-articulaires la douleur. Ils remarquent plus ou moins une douleur, mais ce n'est pas toujours évident chez un jeune enfant. Après, dans les polys, vous voyez qu'ils ne remarquent pas beaucoup l'arthrite, ils remarquent surtout les douleurs. Donc là aussi, vous voyez que c'est assez confondant. Et finalement, si on regarde le groupe ici de la spondylarthrite, là, c'est essentiellement la douleur qui est au devant de la scène. Et vous verrez chez l'enfant que c'est souvent des arthrites périphériques, il y a peu d'atteinte axiale. Et puis, vous avez aussi le signe d'appel qui pouvait être l'arthrite, mais c'est dans beaucoup moins de patients, et la boiterie. Alors,
justement, et pour vous expliquer un petit peu les problèmes et le délai, je vais vous montrer quels sont finalement les signes initiaux d'une arthrite juvénile oligo-articulaire, donc qui touche ces petites filles et qui est la forme la plus fréquente. Alors, l'essentiel, alors on a un petit peu de chance finalement par rapport à cette maladie parce que là, l'articulation qui est la plus fréquemment touchée, c'est le genou. Donc un genou, c'est parlant quand même à un moment donné parce que c'est quand même une articulation porteuse. Ce qui veut dire que essentiellement, le point d'appel, ça va être la boiterie ou un défaut d'utilisation où parfois l'enfant ne va pas verbaliser qu'il a mal, mais il va se réveiller la nuit parce que c'est une douleur inflammatoire et au changement de position, ça peut occasionner des réveils nocturnes. Et parfois, effectivement, la boiterie qui est plus matinale et ça peut effectivement interpeller les parents. Et bien entendu, les parents vont voir difficilement un gonflement ou une raideur. Donc là, vous voyez, moi je le vois de mon œil de médecin, mais ce n'est pas forcément évident pour des parents. Vous voyez ici donc une paire de genoux. Et donc ici, vous avez un seul genou atteint, qui est celui-ci. Donc quand on regarde en comparaison, on voit très bien ici qu'il y a un comblement de ces reliefs ici qui témoigne de la présence de liquide. Mais il faut quand même le savoir. Et vous voyez ici une atteinte des deux genoux. Alors, quand les deux genoux sont atteints, je dirais que c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y a pas l'élément de comparaison. Donc, c'est assez subtil. Et c'est vrai qu'avant que les parents nous les amènent, il faut qu'ils aient remarqué ça. Donc, en tout cas, que ça amène à une consultation. Parce qu'au début, il est tombé, il s'est fait mal. Bon, ça traîne un peu aussi, même avant d'aller voir le docteur de famille. Et le gros problème, c'est que beaucoup des médecins consultés en premier recours ne reconnaissent pas l'arthrite. Déjà, ils n'y pensent pas parce que c'est un enfant. Et donc, ça paraît inimaginable qu'un enfant puisse avoir de l'arthrite. Et quand bien même ils reconnaissent de l'arthrite, ils ne connaissent pas les rhumatismes inflammatoires. Et vous allez voir le trajet, c'est pourquoi le recours, très souvent, le premier recours n'est pas le recours adapté. Alors, justement, pour vous montrer quels sont les professionnels qui sont consultés en premier dans ce groupe de 67 enfants. Donc, vous voyez qu'en premier, les enfants vont aux urgences, emergency room physician, c'est ça, ils vont aux urgences pédiatriques, parce que c'est le week-end, parce que c'est ouvert tout le temps, ou je ne sais pas, ou alors ils vont voir leur pédiatre traitant, ou quand ils n'ont pas de pédiatre, ce qui devient fréquent, ils vont voir le médecin généraliste. Donc vous voyez que les deux premiers recours, c'est essentiellement ça, et si vous regardez le pédiatre rhumato en premier recours, c'est extrêmement rare. Donc l'essentiel des patients n'est pas vu par le pédiatre rhumato. Alors après, la deuxième consultation, ils changent de crèmerie, parce que à un moment donné, il faut trouver une solution. Souvent, ils retournent aux urgences, souvent, ils retournent voir le médecin traitant ou voir le pédiatre, mais à un moment donné, ils voient aussi l'orthopédiste. Pourquoi ? Parce que c'est le pédiatre ou médecin généraliste qui l'envoie voir l'orthopédiste. Parce qu'ils pensent que pour s'occuper d'un genou, c'est l'orthopédiste et ils ne connaissent pas l'existence du rhumatologue pédiatre. C'est là aussi où c'est compliqué, cette affaire-là. Et on verra que ce n'est pas toujours un bien pour le patient de voir l'orthopédiste, on verra ça ensemble. Et puis, finalement, vous voyez que quelques-uns, quand même, voient le pédiatre rhumato, mais c'est surtout en troisième recours, finalement, que l'enfant voit enfin le pédiatre rhumato, adressé assez souvent d'ailleurs par l'orthopédiste, parce que pour le coup, eux, ils nous connaissent et ils nous les envoient. Non, mais c'est pour dire que le principal problème, c'est que déjà de reconnaître le problème, et quand bien même le problème est là, de trouver le bon circuit pour que l'enfant soit envoyé au bon endroit pour sa prise en charge. Alors, voilà donc le parcours de soins de ces enfants qui ont une AGI oligo-articulaire. Donc, vous voyez, je vous ai montré les urgences pédiatriques, 71%. Et il faut voir quand même que ça amène parfois des hospitalisations. Pas tous sont hospitalisés, mais il y en a quelques-uns. Bon. L'orthopédiste, c'est 25%, mais quand ils voient l'orthopédiste, il y a 67% d'hospitalisation. Donc, vous voyez que ça amène quand même des attitudes et des prises en charge qui ne sont pas adéquates. Et vous voyez que finalement, le diagnostic est établi par un pédiatre rhumatologue dans 76% des cas, avec un délai moyen de 3 mois. Ça veut dire qu'il y en a qui ont de la chance où ça va être en 15 jours, mais il y en a, ça va être 28 mois. Donc ça peut être très long en fonction effectivement du temps que va prendre tout ce circuit. Alors, quels sont les diagnostics qui sont évoqués ? C'est-à-dire qu'on ne pense pas tout de suite à l'arthrite juvénile. On va penser à une infection. L'arthrite septique, donc on va mettre une aiguille dans le genou, on va aspirer, on va laver, on va mettre des antibiotiques. Donc tout ça, c'est des attitudes qui sont inadaptées, alors que effectivement le diagnostic est parfois tout à fait évident.
Ou alors, on va penser à quelque chose qui est relié à une infection. On pense que c'est réactionnel à une infection. Ça veut dire qu'il n'y a pas un microbe dans le genou, mais que c'est du fait qu'il y a le microbe que le genou réagit bizarrement. C'est ce qu'on appelle l'arthrite réactionnelle. Donc, beaucoup y pensent. Et vous voyez que le diagnostic est rarement fait à la première consultation, puisque c'est 14% des cas. Et les investigations, donc vous voyez, il y en a beaucoup. Des radios, 67%, des échos, 57%, des antibiotiques, 38%. Et finalement, les patients qui vont avoir le plus d'examens complémentaires, pas forcément adaptés, ce sont les enfants qui n'ont qu'une seule articulation atteinte. Parce que quand il y en a plusieurs, on commence à se dire, c'est quand même bizarre, une infection sur plusieurs articulations. Mais quand il n'y en a qu'une, alors là, il y a plus de risques, effectivement, d'avoir des investigations. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait? Eh bien, effectivement, on va ponctionner l'articulation. Parfois, on va même l'ouvrir, l'articulation, pour faire des lavages. Parfois même, certains font une synovectomie, c'est-à-dire qu'ils enlèvent la synoviale ou ils font une biopsie synoviale. Donc, tout ça, c'est quand même des gestes invasifs qui ne sont pas nécessaires pour faire le diagnostic d'une arthrite juvénile. Alors, quels sont les écueils qui sont mis en évidence, bien entendu, dans ce parcours de soins? C'est bien entendu, en premier lieu, la méconnaissance de cette pathologie et de sa présentation initiale, et particulièrement chez les très jeunes enfants, parce que plus l'enfant va être jeune, et moins on va penser qu'un rhumatisme inflammatoire, c'est possible à cet âge-là. Et parce que je vous ai dit, il ne se plaint pas, il ne dit pas j'ai mal, donc c'est très insidieux, et les parents, les pauvres, ils ne peuvent pas avoir l'arthrite non plus. Et ils ne vont pas s'inquiéter tout de suite parce que leur gosse boite, ils vont attendre quand même quelques jours, donc tout ça, c'est du délai. La méconnaissance de l'expert, et c'est vrai que c'est pour ça que les enfants vont aux urgences ou vont voir un orthopédiste. Alors, bien sûr, on a un rôle, bien sûr, c'est de mieux communiquer sur la rhumatologie pédiatrique et faire aussi la pression sur nos pairs, les pédiatres, pour dire que c'est très important d'avoir des endocrinologues, des asthmologues, de tout ça, mais avoir des rhumatologues, c'est aussi extrêmement important. Et bien entendu, l'intervention de l'orthopédiste fait perdre du temps, ça c'est remarqué partout, et ça favorise des gestes invasifs inutiles. Donc, il faut former aussi les orthopédistes à ça. Et nous, on travaille beaucoup maintenant avec l'hôpital Trousseau, parce qu'on n'est pas très loin, on n'a pas d'orthopédiste à Bicêtre, en tout cas pour les enfants. Et c'est vrai que de plus en plus, le parcours est plus fluide et ils pensent plus rapidement, effectivement, à nous les adresser. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important si on veut raccourcir à la fois le temps du diagnostic, mais en fait, diminuer aussi les gestes invasifs. Alors, la polyarthrite, ça peut paraître plus évident. Sauf que, vous voyez, moi j'ai un petit peu l'œil, mais chez des petits-enfants qui sont un petit peu potelés, c'est pas forcément évident. Donc si c'est unilatéral, si c'est qu'une main, on va remarquer la différence, mais si c'est les deux mains, voilà. Alors que là, on voit très bien, quand même, surtout si on compare là au pouce, qu'il y a un gonflement ici de toutes ces articulations-là, qu'on appelle les interphalangènes proximales, ils sont tous gonflés. Et parfois, malheureusement, vous voyez, on voit les patients à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on a déjà des arthrites qui touchent les poignets, qui touchent ici, tout ce rang d'articulation ici, tout ce rang d'articulation ici, avec des rétractions. Et ces patients-là, très souvent, ils sont envoyés en neurologie. On ne pense pas à l'arthrite parce que ce sont des formes qui sont très sèches. Il y a l'arthrite, mais l'articulation n'est pas gonflée. Elle est simplement très raide et elle s'enraidit progressivement. Alors déjà qu'on ne pense pas au pédiatre rhumato, mais en plus on l'envoie au neurologue où on va faire là aussi un tas d'investigations pour des neuropathies, des choses comme ça. Et je peux vous dire que dans ma carrière, j'en ai déjà vu chez les adultes, où finalement ils ont demandé l'avis, les rhumatologues adultes, on dit mais est-ce que tu en penses et tout ça, et finalement c'était effectivement un rhumatisme de l'enfant qui a été négligé et pendant des années, il a traîné dans divers services et le diagnostic est fait très tardivement parce que tout simplement, on n'a pas pensé à l'arthrite. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas parce que c'est une polyarthrite qu'il y a plus d'articulation que ça ne pose pas des problèmes non plus. Et aussi, chez l'enfant, il y a des atteintes qui sont très insidieuses, qui sont les atteintes de ce qu'on appelle les articulations temporomandibulaires, quand vous mâchez, ici, là. Donc, ça peut donner des douleurs à la mastication. Et quand c'est vu tard, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'inflammation qui est tout le temps là, et il y a la mâchoire inférieure qui arrête sa croissance. Donc, ça donne ce qu'on appelle, nous, en termes médicaux, une micro-rétrognathie. Donc, vous voyez que là, si on regarde sur l'équilibre du visage, on voit que la partie menton, ici, est très réduite. Donc, ça fait que le menton recule en arrière et la mâchoire est très petite. Et ça peut même poser des problèmes dentaires. Et chez cette jeune fille qui est toute mimi, vous voyez, je lui fais serrer un abaisse-langue, et vous voyez qu'elle le serre de travers, puisque là, vous voyez qu'il y a un contact entre les deux arcades dentaires, et là, il y a une perte de contact.
Donc bien évidemment, c'est toujours pareil, il faut être un professionnel et il faut le chercher. Mais si on ne le cherche pas, on va aller négliger ces atteintes qui ont un préjudice quand même esthétique, mais aussi un préjudice fonctionnel, hein, parce qu'il y a des problèmes de dentition, de douleurs chroniques et tout ça. Donc tout ça n'est pas évident, bien sûr, mais il faut absolument que ces enfants arrivent chez nous pour qu'on s'en occupe. Voilà. Alors, le parcours de soins de ces polyarthrites, où il y en a plus, alors quand même, on fait un peu mieux qu'avec les oligoarthrites, puisque, vous voyez, dès le premier recours, on se rend compte quand même qu'il y a un problème de l'arthrite sur plusieurs articulations. Et là, c'est pareil, hein, c'est toujours les urgences et le pédiatre ou le GP, hein, c'est-à-dire le médecin de famille, hein, qui sont consultés en premier recours. Et là aussi, toujours pareil, ça peut amener à des hospitalisations. Et là, vous voyez aussi qu'il y a quand même pas mal d'investigations qui sont faites, à bon ou à mauvais escient, mais il y a encore pas mal d'antibiotiques qui sont donnés alors qu'il y a plusieurs articulations et que 31% des enfants reçoivent des antibiotiques alors qu'ils ont une polyarthrite. Et finalement, vous voyez que le diagnostic définitif est fait par un pédiatre rhumatologue dans 92% des cas. Et vous voyez là le délai moyen qui est de 2 mois et demi, mais si vous regardez les écarts, là, il y a 15 jours et là, il y a 4 ans. Même un peu plus d'ailleurs, 4 x 12, 48, c'est 8 ans presque. Hein, donc vous voyez qu'il y a des patients chez qui ça traîne pendant des années. Et c'est vrai que c'est essentiellement ces formes sèches, hein, qui sont passées inaperçues. Et où on les voit effectivement, où malheureusement on ne peut plus faire grand-chose, hein, parce que... Alors, donc les écueils dans ce parcours de soins, comme je vous dis, c'est la méconnaissance de l'arthrite, ça c'est le problème essentiel, l'histoire des formes sèches qui parfois sont prises pour des problèmes neurologiques, qu'il y a toujours la pensée d'une infection devant une arthrite chez un enfant. Je répète un peu toujours la même chose, mais c'est un peu toujours la même chose là, quelle que soit la forme, la perte de temps avec les antibiotiques et la méconnaissance de l'expert. Alors, puisque ici, on a la journée sur la spondylarthrite, on va y consacrer un tout petit peu. Et donc, ça couvre 2 sous-classes d'arthrite juvénile. Donc, cette fameuse arthrite liée aux anthésites, hein, qu'on appelle ERA, mais qu'on appelle aussi spondyloarthropathie indifférenciée, dont la spondylarthrite ankylosante et l'arthrite psoriasique. Donc là, 20% des arthrites, ça vous l'avez vu tout à l'heure, dans une population non-biaisée, nous on reçoit un petit peu de tout au Kremlin-Bicêtre, donc on n'a pas de biais, et c'est à peu près 20% des enfants. Et vous voyez qu'on a à peu près 100 patients qui sont vus en consultation une fois par an avec une spondylarthropathie indifférenciée. Vous voyez que ça fait à peu près 1 pour 1000 enfants de moins de 16 ans, hein, qui ont la spondylarthrite. C'est surtout des garçons entre 10 et 15 ans. Vous savez que 90% du risque, en tout cas, est génétique, avec une association forte au HLA-B27, mais tout ça, vous le savez. Mais il y a de nombreux autres gènes de susceptibilité. On ne va pas faire un cours sur la spondylarthrite ici. En tout cas, quels sont les signes initiaux que nous voyons en pédiatrie? Eh bien, il y a cette fameuse anthésite, hein, qui est donc une douleur et une inflammation au point d'insertion des tendons sur l'os. Hein, donc, c'est essentiellement le tendon d'Achille, tout ça, vous savez. Peut y avoir aussi les douleurs lombaires inflammatoires avec une raideur. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus fréquent en pédiatrie. Les douleurs à la fesse, avec parfois des douleurs à bascule, qui donnent l'atteinte sacro-iliaque. Et surtout, ce qu'on appelle la dactylite, que vous voyez ici, hein, donc une énorme... Il n'y a pas que l'articulation là qui est touchée, mais il y a aussi le tendon autour. Hein, et comme c'est beaucoup plus lâche, le tendon, ça donne cet aspect énorme qu'on dit en saucisse, complètement boudiné. Hein, donc parfois on a ça. Plus rarement, il y a des signes généraux, il y a de la fièvre, un amaigrissement, de la fatigue. Et parfois, c'est beaucoup plus vague. Alors ça traîne encore un petit peu plus. C'est j'ai mal aux épaules, ou j'ai mal quand je fais ça, ou j'ai mal au talon. Et là, ça peut traîner longtemps, hein, cette histoire-là. Alors, il y a d'autres signes qui peuvent être associés ou qui peuvent déclarer la maladie. Ça peut être des inflammations au niveau des yeux. Vous voyez, là, l'œil rouge est douloureux. Tout ça, vous connaissez. Ou alors, ça peut être d'emblée une maladie de l'intestin qui est associée. Donc, effectivement, ça peut être un signe qui permet de révéler la maladie. Mais il faut savoir que beaucoup d'enfants qui ont une spondylarthrite ont quand même une inflammation à minima. Et on voit aussi des aftes, hein, chez ces enfants-là, de temps en temps. Il y a aussi parfois des signes qui sont liés à l'association avec un psoriasis. Et le plus classique, c'est les anomalies des ongles ici, les ongles ponctués, les ongles un peu feuilletés. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose qui est assez classique, qui est vu aussi bien chez l'adulte que chez les enfants. Alors, le parcours de soins des enfants qui ont la spondylarthrite, vous voyez que c'est essentiellement des douleurs articulaires, 59%, et l'arthrite aussi, mais moins fréquemment que les douleurs isolées. Et certains vont boiter parce que les arthrites sont périphériques, vous voyez, 17,6%. Donc là aussi, c'est avec beaucoup les urgences, le pédiatre aussi.
Le pédiatre rhumato, cependant, fait le diagnostic chez tous les patients. C'est-à-dire qu'en amont, quand on n'a pas vu le pédiatre rhumato, personne ne peut faire un diagnostic de spondylarthrite. Dans les autres formes, on avait un peu des chances, mais là, si vous ne voyez pas le pédiatre rhumato, personne ne fera le diagnostic. Et vous voyez que le délai est plus long, 5,5 mois, avec, vous voyez, là aussi des extrêmes qui peuvent être tout à fait longs, et là aussi une moyenne de 0,6 hospitalisation. Donc là aussi, on pense à l'arthrite infectieuse ou réactionnelle. 23% ont été considérés comme ayant un rhume de hanche, qui est la seule pathologie que le pédiatre connaît. Donc il dit que c'est un rhume de hanche quand c'en est pas, et quand c'en est pas un, quand c'est autre chose, il dit que c'en est un. Donc c'est un peu compliqué. Et vous voyez que là, il y a beaucoup plus d'investigations que pour les autres formes, beaucoup de radio, beaucoup d'IRM, et un peu aussi d'échographie. Donc les écueils mis en évidence dans le parcours de soins de la spondylarthrite, c'est la méconnaissance de l'arthrite et surtout encore plus de l'anthésite, parce qu'il faut savoir que ça existe. La méconnaissance de la rachialgie inflammatoire comme signe d'une spondylarthrite, d'abord parce que c'est une population adolescente, alors qu'ils s'est fatigué, qu'ils aient mal au dos et que je ne sais pas quoi, tout le monde trouve ça normal, mais ce n'est pas normal d'avoir mal au dos. Et qu'on pense avant tout, bien sûr, à une cause mécanique, mais ce qui est plus compliqué aussi, c'est que parfois, la douleur de dos, au départ, elle est mécanique, et elle devient inflammatoire dans le temps. Donc, ce n'est pas si simple que ça, et bien entendu, il y a une énorme sous-estimation à cause de ça, de la méconnaissance de cette rachialgie. Le surdiagnostic de rhume de hanche, le fait qu'on pense à l'infection, ça ne change pas, et donc, toujours pareil, le fait qu'on ne connaît pas l'expert et qu'il faille mieux communiquer sur la spondylarthrite et sur la rhumatologie pédiatrique. Donc vous regardez ce schéma qui est peut-être pas très facile à voir, mais vous voyez que finalement, sur la médiane, c'est quand même l'arthrite associée à l'anthésite, hein, donc c'est spondyloarthropathies qui, en moyenne, ont le plus long délai pour le diagnostic. Alors, c'est la moins reconnue parce qu'il faut faire le lien entre une douleur dorsale et un rhumatisme inflammatoire. Ça nécessite une expertise, bien évidemment. L'arthrite périphérique de l'enfant n'est en général pas rattachée à une SPA. On pense à une infection, on pense à plein de choses. Les anthésites sont présentes chez plus de 60% des patients au diagnostic et les médecins vus avant ne reconnaissent pas les anthèses, ne connaissent pas cette pathologie. Et on sait aussi que certaines formes ne sont qu'anthésitiques, plus chez les femmes, que l'écoute de la douleur est insuffisante, ça on le sait aussi, donc elle est sous-estimée ou alors elle est mal estimée et on dit que c'est de la fatigue, de la dépression ou un manque d'activité physique. Et ça aussi c'est un problème, c'est l'écoute. Et le rythme des douleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, est parfois mécanique au début. Donc est-ce qu'on fait mieux que nos voisins? Je vous ai parlé des Anglais tout à l'heure. Et effectivement, les enfants d'Angleterre, ils continuent d'avoir un délai important entre les symptômes initiaux et leur prise en charge en rhumatologie pédiatrique, en moyenne 23 semaines. Les délais d'obtention s'allongent. Hein, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous avais dit c'est de plus en plus long parce qu'effectivement, il y a une pression énorme sur les centres spécialisés parce qu'ils sont comme nous. Ils n'ont pas beaucoup de pédiatres rhumato. Ils travaillent la plupart dans des centres experts. Et la difficulté, c'est d'obtenir un rendez-vous rapide. Et un tiers des enfants, vous voyez, à cause de ça et de ce recours rapide, de ce recours trop lent, eh bien, un tiers des enfants ont un haut degré d'activité de leur arthrite juvénile après 1 an et ils remarquent en fait qu'il n'y a pas de changement depuis 10 ans, ce qui est quand même pas très rassurant. Pour les Allemands, vous voyez, donc eux, ils ont vu 132 patients qui étaient essentiellement des filles, avec un âge moyen de début à 4 ans et demi. Vous voyez qu'eux, c'est pareil. On voit beaucoup le pédiatre et l'orthopédiste avant de voir le pédiatre rhumato. Ils consultent assez rapidement chez leur premier docteur, vous voyez, dans les 10 jours. Mais par contre, le délai chez un médecin expert, c'est 60 jours. Donc c'est long aussi en Allemagne. Et vous voyez que le délai moyen entre le moment où ils prennent le rendez-vous et le moment où ils obtiennent leur première consultation, c'est 90 jours. Donc en Allemagne, on ne fait pas tellement mieux. Et vous voyez que les prédicteurs de délai, c'est la spécialité de la première consultation, sachant que l'orthopédiste, ça allonge le parcours. Et là aussi, il y a une notion de distance, d'éloignement par rapport au centre expert. Alors, est-ce qu'on peut raccourcir les délais du diagnostic en France? Nous, on a fait une étude qui concernait un centre de référence dans une zone fortement couverte par le plan maladies rares et par les ressources médicales. Donc, si vous voulez, on a vu les choses, à dire, de la manière la plus optimiste. Et c'est sûr que pour avoir une vision plus globale, il faudrait faire le même genre d'études, par exemple, dans un plus petit centre, dans un plus petit hôpital, où, effectivement, il y a peut-être moins de ressources et peut-être qu'on verrait... voilà. Mais on a quand même eu 3 mois en moyenne de délai sur le diagnostic. Hein, c'est même pas la prise en charge.
Donc, on se pose la question de savoir quelle est la situation ailleurs en France et il faudrait faire des études. Alors, le délai d'obtention d'un rendez-vous de spécialisé, il est très variable en France, mais on a exactement le même problème, c'est qu'il y a une surpression sur les centres de référence et de compétences. Alors nous, ce qu'on a fait à Bicêtre, c'est qu'on a une consultation d'interne que les gens n'acceptent pas toujours, mais qui permet de voir en fait les patients plus rapidement. C'est une consultation qui est seniorisée, donc l'interne n'est pas tout seul, mais ça permet que les patients soient vus plus vite. On fait le tri, on voit s'il faut revoir sur une consultation un hôpital de jour, et ça permet quand même d'avoir des délais de consultation qui sont plus courts. Dans les 30 jours à la consultation d'interne, alors que n'importe quel médecin du service, c'est entre 3 et 6 mois pour avoir un rendez-vous. Donc il ne faut pas les négliger, ces consultations, parce que ça permet quand même de rentrer dans le circuit. Et bien sûr, on a un rôle. Il faut absolument améliorer la connaissance de base sur les rhumatismes inflammatoires de l'enfant, enseigner l'examen articulaire, bien sûr, aux pédiatres en formation, aux médecins généralistes, l'examen articulaire de l'enfant. Le généraliste, je ne dis même plus, parce qu'il y en a beaucoup qui n'examinent même plus leurs patients, donc bon, c'est pas très bien. Peut-être qu'en payant un peu plus que 22 € la consultation, on y arrivera peut-être. Bon, je ne sais pas. Il faut promouvoir la rhumatologie pédiatrique, évidemment. Il faut former les médecins et les professionnels de santé et mieux communiquer sur les ressources. C'est-à-dire que dire aux médecins, que les médecins généralistes, les pédiatres sachent qu'il y a des centres de référence, de compétences et bien sûr faciliter l'accès à une consultation d'urgence. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment.